Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour à tous, je m'appelle Constance et dans cet épisode, nous allons nous intéresser au burn-out. En France, un salarié sur 3 déclare avoir déjà vécu un burn-out, selon le baromètre T10 d'OpinionWay réalisé en 2022. Un chiffre inquiétant qui nous amène à nous questionner sur ce trouble psychique. Pour en savoir plus sur le burn-out, également appelé le syndrome d'épuisement professionnel, en connaître les causes mais aussi mieux comprendre sa prise en charge, je suis allée à la rencontre de Cécile Mignot, psychologue clinicienne. Je lui ai d'abord demandé comment se définissait le burn-out. Alors, l'épuisement professionnel, aussi appelé burn-out, c'est un trouble psychique qui résulte d'un stress chronique dans le cadre du travail. Nous nous sommes ensuite intéressés aux principales causes qui conduisent au burn-out. Comme l'explique la spécialiste, celles-ci sont multiples et variées. Alors, les causes du burn-out sont multifactorielles. Ce qu'on voit le plus fréquemment, effectivement, c'est une surcharge de travail importante, liée parfois à des objectifs inatteignables. Ça, c'est le plus courant. Mais il y a d'autres facteurs. Ça peut être lié à un manque de reconnaissance dans le travail, un manque d'équité, un sentiment d'isolement qui a été nettement renforcé avec le télétravail. Alors ça, on en a quand même beaucoup. Ça peut être aussi une absence d'évolution dans l'entreprise, avec un sentiment d'être placardisé. Ça peut être une mauvaise ambiance au travail, des relations difficiles. Donc ça, ce sont les principales causes qui peuvent aussi être aggravées par des facteurs extérieurs. Si en plus de ça, on a une vie, difficile, si la personne essuie en même temps une séparation, ou si la personne vit seule avec ses enfants, tout ça, ça va effectivement aggraver le syndrome d'épuisement professionnel. En plus d'être multifactoriel, le burn-out peut aussi concerner tout le monde. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes et au niveau des âges, ça concerne malheureusement toutes les tranches d'âge. Les jeunes, on a des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle et très tôt vont déclencher un syndrome d'épuisement professionnel. Pour ma part, moi, je reçois beaucoup de patientèle médicale, donc j'ai beaucoup d'infirmières très jeunes, 26, 27 ans, qui vont effectivement déclencher un burn-out. En effet, dans le monde médical, le burn-out est malheureusement assez fréquent. Selon le rapport sur la santé des professionnels de santé, 55% des répondants déclarent avoir connu un ou plusieurs épisodes d'épuisement professionnel, et ce, quel que soit le mode d'exercice. Outre le secteur d'activité, certains traits de la personnalité favorisent également la survenue du burn-out. Les personnes qui vont être les plus vulnérables au burn-out, ce sont souvent des personnes qui ont une grande conscience professionnelle, avec une notion de perfectionnisme, et qui vont avoir du mal, par exemple, à dire non. Donc ce sont des personnes qui ne vont pas savoir mettre de limites par rapport à la charge de travail et donc forcément vont s'épuiser beaucoup plus facilement que d'autres. Il convient donc d'être particulièrement attentif aux symptômes qui, là aussi, peuvent être multiples. Alors, les symptômes du burn-out vont se manifester à plusieurs niveaux. Tout d'abord, à un niveau, physique. La personne peut déclencher, par exemple, des maux de dos, des céphalées, une asthénie, des troubles gastro-intestinaux, des troubles musculo-squelettiques, des vertiges. Il peut y avoir tout un tas de symptômes comme ça, somatiques, qui doivent alerter la personne. On sait bien que quand le corps manifeste des maux comme ça, c'est que le corps dit stop. La spécialiste parle aussi d'irritabilité, d'anxiété et de perte de confiance en soi. Elle encourage ainsi l'entourage, et notamment les collègues, à être particulièrement vigilants. Ce qui peut alerter aussi le burn-out, c'est vraiment lorsque la personne évoque des difficultés de concentration, de mémorisation et des difficultés à gérer son travail, ses tâches. Mais dans ces cas-là, est-il possible d'aider ? Oui, moi je pense qu'on peut toujours faire quelque chose, déjà en l'écoutant, en lui disant écoute, je trouve que tu vas pas très bien en ce moment, je te trouve irritable ou anxieux, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux m'en parler, et puis peut-être lui dire encore une fois, va voir ton médecin, tu peux pas continuer dans cet état-là, il faut prendre soin de toi. En cas de symptômes, il est recommandé de consulter son médecin traitant mais aussi le médecin du travail. Ces derniers pourront, si nécessaire, orienter le patient vers un psychologue pour une prise en charge. La première étape consistera ensuite à apaiser le patient et l'outiller pour lui permettre de mieux vivre cette période.
Donc là, moi, mon objectif, c'est vraiment de les autonomiser par rapport à la gestion du stress en leur montrant des techniques de respiration, des techniques de méditation. On va travailler tout ça pour essayer d'apaiser le plus possible le système nerveux. Elle va l'inciter à faire du sport, à trouver des activités ressources, mais également à revoir ses habitudes alimentaires. Quand on fait attention à son alimentation, ça peut avoir un impact sur le traitement de l'anxiété et voire de la dépression. Et ensuite va commencer le travail d'introspection. On va essayer de creuser, d'aller voir un petit peu dans l'histoire de la personne. Qu'est-ce qui fait que la personne se fait abuser ? Parce que très clairement, moi j'ai des personnes qui se font abuser dans le travail, qui ne savent pas dire non, qui vont faire le travail de 3 personnes jusqu'à craquer. Mais ça, souvent, c'est lié à l'histoire personnelle. Ce sont des enfants dans leur histoire qui ont été parfois abusés ou avec des parents qui les ont élevés dans la soumission, avec des éducations autoritaires. Ce genre de choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la personne comprenne pourquoi elle n'a pas réussi à s'affirmer et à dire stop. Après un temps d'arrêt d'une durée variable, mais inévitable pour permettre à la personne de retrouver de l'énergie, il va falloir envisager la reprise professionnelle. Pour éviter les risques de rechute, il convient de mettre en place un cadre au travail pour se protéger du stress et bâtir un environnement équilibré et serein. On va apprendre à la personne à prendre soin d'elle, à savoir poser des limites, à savoir dire non. Donc ça, c'est important de le travailler parce qu'effectivement, si la personne n'a pas cette prise de conscience, le risque est quand même grand de repartir dans les mêmes travers. Cécile Mignot observe d'ailleurs une hausse des cas de burn-out depuis la crise Covid et le confinement. Une période qui a également été propice au changement de carrière. Plusieurs patientes qui étaient sur des postes d'ingénieurs là, avec beaucoup de pression. Et aujourd'hui, j'en ai une clairement qui a changé d'orientation de manière radicale puisqu'elle est partie dans une activité artisanale pour faire du pain, sur des choses plus concrètes, plus terre à terre. Pour prévenir et éviter de sombrer dans cet épuisement professionnel, la spécialiste recommande de s'imposer des règles. Moi, les conseils que je donne, c'est toujours de mettre des limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser une limite d'heure, c'est-à-dire je termine à 18h et je ne vais pas au-delà parce qu'on n'a jamais terminé. Donc il faut à un moment donné s'imposer, je dirais, une discipline et de se dire à 18h, j'éteins mon portable et surtout, je n'allume pas mon portable chez moi à la maison, je ne réponds pas aux appels de collègues ou de clients et pareil pour les mails. Les mails, c'est une pollution. J'ai des patients qui vont répondre aux mails à 23h, le week-end, pendant leurs vacances. Et ça, c'est un piège à éviter, je pense, dans lequel il ne faut pas tomber. Pour conserver une vie professionnelle épanouissante, il est donc important d'engager une réflexion sur son travail. La quête de sens, une organisation adaptée ou encore un équilibre entre la vie pro et la vie perso sont autant d'éléments à ne pas négliger pour préserver sa santé mentale. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.